Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons faire une petite conférence sur le traité de Versailles, puisque 1919 termine la guerre de 14-18 par ce traité et nous offre la paix. Avant de commencer, je voulais mettre deux à-propos venant d'écrivains ou de philosophes ou même d'industriels. Vous voyez, à l'époque romaine, nous avons un philosophe qui s'appelle Pétrone, et ce Pétrone qui a écrit le Satyricon et que Fellini a tourné, qui est quand même une œuvre un peu amusante et érotique, avait donné cette phrase qui, à mon avis, montre bien que ce traité de Versailles va nous conduire jusqu'à notre chaos actuel. Alors, voilà ce que disait Pétrone: que peuvent les lois là où seul l'argent est roi? Vous voyez, ça n'a guère changé, hein? Et puis l'autre chose, c'est l'industriel Henry Ford qui dit: si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Eh bien oui, maintenant, si on regarde, en 1918, le 11 novembre, fin des hostilités, et ensuite, on se réunit entre diplomates, et les diplomates, qu'est-ce qu'ils constatent pour écrire ce traité de Versailles? D'une part, que parmi les alliés, ils sont tous ruinés, la France est ruinée, l'Angleterre est ruinée, l'Italie est ruinée, ils sont tous ruinés. Et puis, naturellement, l'Allemagne est complètement détruite et ruinée également, enfin pas tellement détruite, mais détruite quand même en partie. Et puis alors, ce qu'il y a de pire, c'est que l'Italie qui est ruinée, eh ben, l'Autriche qui s'est battue contre elle, eh ben, qui était un empire austro-hongrois, ben, tout est cassé. Naissance des Balkans. C'est pour ça qu'on dit des fois aussi traité de Versailles et de la banlieue parisienne, parce qu'ils étaient un peu partout pour discuter, parce qu'il y avait énormément à discuter, il y avait énormément de choses à voir. Alors, effectivement, si on veut bien avec ce traité de Versailles, eh bien, il a fallu tenir compte du fait que la situation économique de l'Europe était catastrophique. Le seul qui s'en sort bien, en fait, parce qu'il a un système économique avec une banque centrale qui est la propriété de 8 banquiers, alors ils peuvent faire marcher la plante à billets comme ils veulent, etc. Le dollar est roi. C'est pour ça que Pétrone a dit, voilà, que peuvent les lois quand l'argent est roi? Voilà, ici, les protagonistes de cette affaire. Vous avez ici Lloyd George pour l'Angleterre, ici M. Orlando pour l'Italie, ici le brave Clemenceau de la France, et ici l'Américain Wilson. Wilson, lui, il va amener avec lui son meilleur diplomate de l'époque, c'est-à-dire le colonel House. Le colonel House, dont voici ici la photo avec Wilson, vous le voyez. Ce colonel House, qui vient de constater tout ce que je viens de vous dire, eh bien, il va commencer la rédaction de ce traité. Vous voyez que finalement, lors de ce traité, les gens sont ici réunis à Versailles. Vous voyez, il y a énormément de gens autour de la table, ce qui donne aussi l'occasion de faire des banquets extraordinaires. Vous voyez, ici un magnifique banquet.
voilà, à la conclusion de tout ça, c'est le banquet qu'on a appelé le banquet de Wilson, de Woodrow Wilson. C'est lui qui a payé ce banquet. Mais le problème, eh bien, c'est que ce traité va considérablement humilier les Allemands et que les Allemands, dans cette affaire, à l'article 231, pour lequel ils vont lutter assez longtemps pour essayer d'éviter qu'on le publie ou le faire effacer du traité, mais non, les Alliés y tiennent beaucoup, et vous voyez ici, on a un petit article sur la responsabilité de la clause de coupable, qui est coupable de cette guerre. Et alors, dans l'article 231, c'est l'Allemagne qui est entièrement coupable de tout, donc c'est elle qui doit tout payer et qui doit tout rembourser et qui doit tout mettre en œuvre pour payer. Et alors, l'Allemagne est condamnée à payer 33 milliards de dollars aux Alliés pour la reconstruction et à titre de réparation. Et alors là, quand ce traité est signé, etc., le chancelier allemand démissionne et les marins allemands dont la flotte est en Écosse, ils vont faire tout péter et va envoyer par le fond tous les bateaux de guerre de l'Allemagne. Ça va être quelque chose de terrible pour la pollution de cette région. Et naturellement, on fait un grand banquet, parce que ça, on sait faire un grand banquet. Donc, on fait un grand banquet. L'autre personnage étonnant de cette affaire, qui plaît beaucoup aux journalistes et puis dont on fait même des cartes postales, c'est Edith Wilson, la deuxième femme de Woodrow Wilson, qui assiste son mari et qui l'assiste tellement, parce qu'en plus de ça, elle est contre le colonel House, elle va arriver à le faire perdre de son importance, de sorte que, bon, il est le diplomate qui a conçu ce traité, etc., mais on va lui donner de moins en moins d'importance, parce que Edith, elle veut se mettre en avant. Elle se met tellement en avant qu'il y a deux choses à préciser. D'une part, Woodrow Wilson, après cette affaire-là, va tomber malade et il restera les 2 ans qui lui restent de présidence dans une chambre très peu éclairée et il ne recevra que des personnes dont Edith aura bien voulu qu'il puisse lui parler. Il faut considérer que cette magnifique Edith Wilson, voilà, ici, voyez, cette Edith Wilson, on va même dire après que ça a été la première femme présidente. Bien sûr que c'était par intérim, mais on lui a quand même donné un peu ce titre, en tout cas dans la presse. Et elle était très fière et très heureuse de pouvoir s'occuper de l'Amérique. Et le pauvre colonel House, eh bien lui, il s'est consolé avec Ignace Paderewski, qui lui, bien qu'il fût un pianiste extraordinaire, il deviendra quand même président de la Pologne et il fera ériger un monument magnifique à ce colonel House. Vous voyez, 3 mètres de haut de statue, 3 mètres de haut de pilastre qui le soutient. Magnifique, ce magnifique statue qui se trouve dans un parc de Varsovie. Ce que nous voyons ici, c'est que le traité de Versailles donne aussi la naissance de la Société des Nations. Et cette Société des Nations,
qui va être reconnu par un grand nombre de nations. On voit ici ce journal satirique, puisque, il faut bien le dire, le Cri de Paris. Ils ont mis l'œuf de Colomb à la place de la Société des Nations. Est-ce qu'elle va tenir le coup? Est-ce qu'elle va y arriver? Comment les choses vont-elles se passer? En fait, ça se passera très très mal, parce que aussi bien Mussolini qu'Hitler, ils vont pas s'occuper du tout de ça. Les gouvernements vont bien envoyer des gens pour discuter, mais ça ne va rien donner vraiment. Cette Société des Nations, elle va s'établir dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui à Genève le palais Wilson. Vous voyez qu'ici, il y a une petite inscription en dessous de la terrasse, où il est bien précisé, voilà, à la mémoire de Woodrow Wilson, fondateur de la Société des Nations. Ce bâtiment est toujours la propriété de la Société des Nations, aujourd'hui l'ONU, et c'est maintenant les droits de l'homme qui sont dans ce bâtiment. Voyez ici l'inauguration, la première assemblée générale des délégués envoyés par les pays pour la Société des Nations. Vous voyez, très belle, hein, avec un décor de palmier. C'est vraiment très très bien fait, c'est très beau. Vous voyez ici le premier secrétaire général de la Société des Nations, c'est-à-dire M. Drummond. Voilà, ici, il va monter dans sa voiture, vous voyez. Alors il est là avec sa petite serviette, il va pour s'occuper. Ici, vous avez une réunion de la direction de la Société des Nations qui prend des décisions. Et, comme on l'a dit, malheureusement, le peu de décisions qu'elle aura prises, eh ben, ça sera encore des interdictions. Vous voyez ici, interdiction au vélo, interdiction aux motos, interdiction aux chevaux. Mais enfin, elle prend des dispositions pour montrer que déjà, on commence à interdire des choses. On s'est battu, il n'y a pas plus de liberté qu'avant. Naturellement, il y a la vie dans l'Europe, dans toute cette Europe, il y a une vie maintenant. Et cette vie, on l'appellera les années folles. Et ces années folles, eh bien, ça va changer complètement la structure de cette société. Les femmes vont avoir la coupe garçon, voilà, on va beaucoup s'amuser, on va aller au café, etc. Il y aura de la musique, on va s'organiser. Les soldats qui sont rentrés, ils font la queue pour aller à la soupe populaire. Ici, la soupe populaire du 3e arrondissement de Paris. Vous voyez, tout n'est pas aussi joyeux qu'on pourrait le croire. Ici, vous pouvez voir des ouvriers qui ont été travailler dans un garage et ils viennent de sortir, ils sont un peu fatigués, mais enfin bon, ils sont là. Et le beau côté, c'est qu'on a le premier salon de l'automobile à Paris, vous voyez, avec les marques, Peugeot, les autres, toutes sortes de marques qui viennent, qui s'exposent. Il y a quand même des acheteurs, c'est assez magnifique. Et puis, bien sûr, il y a la belle vie avec un orchestre. Et cet orchestre, ben, nous voulons vous le présenter. C'est l'orchestre de Paul Whiteman. Ce Paul Whiteman qu'on appelait Pop, qui est là au milieu, eh bien, c'est lui qui va déclencher la grande fête avec une musique qu'on appelle encore aujourd'hui le Charleston. Et une autre américaine, très connue en France, va être une des grandes prêtresses du Charleston, c'est Josephine Baker. Voilà. Alors, on termine avec un morceau de Charleston. On a trouvé plusieurs morceaux qu'on a assemblés qui, j'espère, vous feront plaisir, que vous pourrez écouter avec plaisir. Voilà. Ça c'est le traité de Versailles, avec ses affreuses conséquences sur la société, pour dire qu'aujourd'hui nous sommes arrivés dans cette espèce de chaos actuel où les choses ne sont pas encore définies vers une véritable paix universelle.
Merci.
Musique. Mais comment pouvez-vous résister? Mais dansez, voyons. Vous savez bien comme l'autre soir. Dansez. Et dansez donc, voyons. La la